En 1941, la guerre fait rage. Les avions anglais passent au-dessus de la Belgique pour aller bombarder l'Allemagne. Les avions venaient d'Angleterre, ils allaient bombarder en Allemagne, puis ils revenaient après ça. Et ça passait par escadrille. On entendait passer une escadrille, puis des fois 10 minutes après, on entendait une autre. Ça faisait... C'était la question matinale. À quelle heure les avions sont passés? T'en as entendu à 9h, moi à 10h30, en passait encore. À minuit, ça repassait. Oh, ben ils ont été loin, cette fois-ci, ils n'ont pas été loin, là. Tu sais, c'était... Pendant le temps... Le temps qui passait. En premier, c'était uniquement des bombardiers. Et à un moment donné, les Allemands en descendaient à tous les jours. Au départ, ils en descendaient pas mal les avions, les Allemands. Là. Ils en descendaient. Il y avait la DCA, il y avait des faisceaux lumineux. Tu voyais les faisceaux qui se promenaient dans le ciel, puis ils se croisaient, puis ils essayaient d'attraper des avions pour le DCA tirer dessus. Donc tu voyais des grands fuseaux. Ça, on voyait ça de la ferme? Ah, ben tu voyais ça un peu partout, il y en avait un peu partout, hein, des faisceaux lumineux comme ça, où il y avait de la DCA. On les voyait de loin, ça. Et comme ils étaient regroupés, ben, ils s'en faisaient descendre beaucoup. Mais plus ça allait, à un moment donné, les Américains ont commencé à faire des petits chasseurs, des petits avions, avec des plus gros réservoirs. Les chasseurs emmenaient les avions anglais, si tu veux, jusqu'en Allemagne. Et des fois, ils venaient les rechercher, des fois, ils retournaient vite, et puis ils venaient les rechercher encore. Hein, parce que les avions anglais, il y avait assez, les chasseurs anglais, il y en avait assez, qui étaient en nombre supérieur des Allemands. Quand il tombait un avion, en premier, tu ne te poses pas de questions, c'est des avions anglais, anglais-américains. Et en dernier, quand il tombait un avion, c'était un avion allemand. Il y en avait qui venaient en plein jour pour mitrailler les trains. Et ils passaient à Houillet qui était une grosse gare, où il y avait trois voies qui arrivaient. Et des fois, je gardais les vaches, et puis on voyait les avions qui venaient tourner, et puis ils redescendaient, on les voyait piquer sur Houillet, là, ils allaient mitrailler. Même des fois, il y en a qui envoyaient la main. Tu sais, quand ils descendaient, en plein jour, quand il y en a ceux qui venaient mitrailler, on les a vus de proche, on voyait en dedans, on voyait le pilote dedans. Des avions américains ou anglais qui venaient mitrailler les installations allemandes ou les chemins de fer. Oui, les trains, tout ça. Puis, quand ils perçaient une locomotive, par exemple, les buts de vapeur, tout ça, ben, le train bloquait là. Et puis des fois, il y avait des bombes aussi, il y avait des petits chasseurs qui avaient des petites bombes, assez qu'en Marlois, et ils mitraillaient un train comme ça, ou un wagon de munitions. Et ça a explosé, ça. Ça a soufflé tout le village. Il restait 2 maisons, je pense, à Marlois. À un moment donné, il y avait des avions qui étaient touchés, par exemple. Ben, pas tellement loin de chez nous, là, il y avait une maison dans le bois, il y avait 2 femmes là, qui habitaient là, dans la maison. Et un avion qui a été touché, ben, il lâchait. Tu sais, il n'était pas capable d'aller porter ses bombes en Allemagne. Il retournait et il avait lâché ses bombes dans le bois. Il y en a une qui est tombée sur une maison, 2 femmes de tuées. À partir de 1941, là, un système qui s'est mis en place parce que les avions anglais venaient souvent en Allemagne, tout ça, puis il y en a qui se faisaient abattre. Quand les Anglais n'étaient pas blessés, tout ça, ben, ils se ramassaient chez des civils. La place principale, c'était le curé du village. Tout le clergé était en réalité contre les Allemands. Il y en avait peut-être de temps en temps un qui était pour les Allemands, mais ceux-là étaient connus et on se méfiait, puis tout ça. Mais en général, le clergé était contre les Allemands et bien placé pour porter des messages, faire des connexions. Ils venaient chez les curés, de là, on disait, ben tiens, on va aller voir un tel, on va se rendre à une telle place, tu viendras le chercher. Et l'anglais se ramassait jusqu'en Espagne et retournait en Angleterre. Et il y a des Allemands qui se sont fait passer pour des aviateurs anglais. Et puis après ça, eux, ils connaissaient la filière, ils ont ramassé ces gens-là, les envoyés en Allemagne. C'est qu'il y a toujours eu des gens qu'il fallait se méfier. Même s'il y avait de l'air innocent, il fallait s'en méfier pareil. Donc, c'était réellement il fallait que ce soit des vrais contacts. On était tellement bien placés, proche du château d'Ardenne. C'était donc un hôtel pour les convalescents allemands. Donc, il y avait beaucoup d'Allemands autour, mais c'est des Allemands qui étaient en convalescence, donc qui étaient
en villégiature chez nous qui se promenaient de temps en temps, un qui venait jusque là faire. Mais quand ils venaient des Allemands, à un moment donné, des fois, elle ouvrait la fenêtre et elle jouait la Brabançonne. Mais d'après moi, les Allemands, ils ne connaissaient probablement pas l'hymne national belge. Mais enfin, c'est un peu comme les drapeaux. Les drapeaux, il n'était pas question, d'avoir un drapeau nulle part. On cachait des poires. On avait des espaliers. Les poires, on ne les mangeait pas. On les vendait aux Allemands assez cher. Là. On disait, ils ne connaissent pas l'argent belge. Puis eux, une fois qu'ils partaient du château d'Ardenne, c'était pour aller se faire tuer en Russie. Ça fait qu'ils n'étaient pas regardants là-dessus. C'était pas plus... Ça ne regardait pas le prix. Regardait pas le prix. Pendant la guerre, a décidé le couvre-feu, mais C'était de quelle heure à quelle heure le couvre-feu? ça dépendait des conditions. Il y a parfois, quand il y avait des attentats ou des trucs comme ça, ils pouvaient même mettre de 19h à 6h du matin, mais en principe, c'était 22h. De temps en temps, on disait, voilà, maintenant, de 19h, couvre-feu, on veut plus d'eau. Et les faits de gendarmes voyageaient avec des voitures, on les voyait arriver, mais les collaborateurs, ils allaient dire, voilà, il y a un tel qui est là-bas, et il est sorti. On n'était jamais tranquille avec l'autre. On avait toujours peur des collaborateurs. Parlez-moi un petit peu du marché noir. Il y en a qui en faisaient un commerce. C'était toujours de cacher. Il y avait eu beaucoup de fermiers qui en ont fait du marché noir. Et à la maison, quand même, papa était assez scrupuleux, on pourrait dire, de ce côté-là, parce que on disait toujours, après la guerre, ceux qui ont fait du marché noir, ils vont payer pauvre. Ce qui est arrivé aussi après la guerre, et on a changé l'argent. Alors, au départ, chaque personne avait droit à 1000 francs. À partir d'une telle date, le vieil argent ne valait plus rien. Et on t'échangeait, t'allais à la banque, puis on t'échangeait, mettons 1000 francs, tout le monde pouvait changer 1000 francs. Mais quand t'arrivais au-delà de, on va dire, 100 000 francs, n'importe quoi, ça bloquait, c'était bloqué, et il fallait que tu donnes des preuves. C'est comme ça qu'ils ont tué la fortune de ceux qui avaient fait du marché noir. C'est ça. T'en avais qui achetaient en quantité. Ceux qui faisaient du marché noir. Oui, les smokers, c'était ce qu'on appelait les Bruxellois. Et bien, ceux qui venaient, les Bruxellois qui venaient en campagne, c'était pas pour rien. Eux, ils venaient... C'était pas pour regarder le paysage. Non. Est-ce que la famille, ce qu'elle mangeait avant la guerre, puis ce qu'elle mangeait pendant la guerre, est-ce que c'était très différent? Pas tellement. Non. Pas tellement. Ce qui était différent, par exemple, c'est que avant la guerre, tous les samedis, maman faisait du riz. Pendant la guerre, on n'avait plus de riz. À un moment donné, on faisait de l'orge perlée. De l'orge perlée, c'était moins bon, mais ça remplaçait le riz. L'orge perlée remplaçait le café. On brûlait ça, puis on faisait du café avec. On avait un tambour là, qu'on mettait sur le feu, puis on tournait ça pendant un certain temps, comme on brûle du café. De la viande, on n'en mangeait pas tellement. On tuait un cochon peut-être tous les 3 mois, là, à peu près. On faisait Est-ce qu'ils étaient gros, vos cochons? On a eu de 300 kilos, mais un cochon normal, c'est au moins 200 kilos. Ça va avoir une bonne couche de graisse, un cochon comme ça? Quand on disait un cochon, il faut qu'il ait 4 doigts de lard. Ça, c'était l'épaisseur de bacon. Et le midi, on avait de la soupe et des patates. Elle faisait cuire le bacon dans la poêle, le gras de bacon, là. Elle mettait ça sur les patates. On prenait une tranche de pain, on le mettait là, le bacon entre les deux pour manger ça. On appelait ça, nous autres, des crétins. Les Allemands avaient réservé toute la chasse dans tout le domaine d'Ardenne, donc ils faisaient 700 hectares, c'était déjà pas mal. Et puis un beau jour, Joseph et Louis, en allant à l'école, ils mettent des lacets, ce qu'on appelle des bricoles chez nous, pour prendre le gibier. Un jour, ils prennent un lapin, ils vont porter en dînant, mais ils n'auraient pas osé dire à la maison qu'ils avaient pris un lapin pour ne pas avoir d'ennui. Alors c'est l'instituteur qui leur a racheté le lapin. Évidemment, ils n'avaient plus d'argent, ils sont allés chercher des bonbons avec leur argent. Le lendemain, ils s'en ont encore remis. Mais le chauffeur d'Ardenne, le chauffeur des Allemands, il vient à la Marquisette, donc en face de chez nous. Il dit comme ça au patron, il y a des petits voyous qui sont venus mettre des bricoles, enfin des lacets,
Mais ils vont se faire avoir, hein, parce que Pias, c'était le garde forestier, le garde de chasse, va les surveiller demain. Évidemment, les enfants de la marquisette, qui étaient de connivence avec Joseph et Louis, évidemment, ils disent le lendemain, fais attention, hein, parce qu'il y a Pias qui va être là. Alors là-dessus, évidemment, comme on avait des chemins, des sentiers tant qu'on voulait pour aller à Houillet, ils passent par un autre endroit pour aller à l'école. Et puis un peu après, le beau-père de la marquisette, il monte et il part dans le sentier. Il y a le garde qui arrive devant lui avec une bricole en main et le lapin qui pendait. Enfin, comme il ne savait pas parler français non plus, c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Pour finir, le garde, il a bien compris que c'était pas lui, mais là-dessus, non, j'ai quand même jamais pu oser mettre des bricoles après. Par exemple, une fois, moi, il y a une colonne qui s'arrête devant la maison. On revient de la vieille ferme, et puis il y en a un qui se met à nous jaser. Il était peut-être une dizaine, une vingtaine. Là. Et il me demande, avez-vous des œufs? Il me dit, hein, avez-vous des œufs? Ah, il parlait un peu français. Oui, mais écoute, avez-vous des œufs avant? Oh, je dis, je le sais pas, moi, nous, on ne savait rien, même si on le savait, il faudrait ça le demander à maman. Ah, maman, pas beaucoup aimé les soldats allemands? Hein? Oh, je ne sais pas, moi, je dis, hein, on ne savait rien, nous autres, ça, hein? Même si on le savait, on ne disait rien. C'est pas évident parce que vous étiez jeune, vous aviez 10 ans. Moi, j'avais 12 ans à ce temps-là, mais assez vieux pour comprendre un peu l'affaire. Ça fait que pour finir, on va rentrer à la maison parce qu'on va nous attendre. Et par après, on a su que c'était des Belges. C'était même pas des Allemands, mais c'était des engagés belges pour l'armée allemande et qui formaient un bataillon qui ont été se battre en Russie. À la tête de ça, c'était De Grelle. Hein, en Belgique, quand on parle de Grelle, c'était c'est le principal chef des collaborateurs. Le principal chef de l'armée, on va dire belge, donc, une unité belge qui était pour les Allemands. Ils ont été dans les SS, Wallonie. Regarde, vois-tu comment c'est bête? Parce qu'ils font semblant de ne pas parler français, puis ils savent mieux le français que nous autres. Au début 1941, tous les chômeurs étaient convoqués à la Werbestel et ils devaient Qu'est-ce que c'est la Werbestel? Ce qu'on a appelé après la STO. Service de travail obligatoire. Travail obligatoire. Donc, alors, évidemment, tout le monde connaissait la Werbestel et tout le monde en avait peur. Au début, c'était les chômeurs, et puis après, au fur et à mesure que ça avançait, c'était tous les jeunes à partir de 18 ans. Donc, celui qui faisait des études entre ses humanités et l'université devait absolument prester 1 an de travail en Allemagne. Et puis alors ceux qui, pour finir, étaient obligés de partir, se cachaient. Donc, ils ne se montraient plus, ils étaient rayés de la population, ils n'avaient plus de carte de ravitaillement. Donc, ils allaient se cacher, mais en allant se cacher, il fallait trouver à faire, comme dans toutes les fermes, il y en avait un ou deux ou trois. Pendant l'hiver 42, un soir, on entend une série de détonations. Aussi vite, on vient sonner à la porte. En ouvrant la porte, je me trouve devant 2 soldats qui me menaçaient avec leurs fusils, en criant téléphone. Alors ils disent « Ardennes !» Je lui passe le cornet, et alors ils ont commencé à parler, discuter en normand. Et l'autre soldat, pendant ce temps-là, tenait toujours son fusil prêt à tirer. Chaque fois que quelqu'un entrait dans le couloir, il vous menaçait avec son fusil, il vous mettait au jour. Le renfort arrive, il sort, évidemment il ne voit rien. Le lendemain, nous avons appris que c'était en santé menacée, ils avaient tiré toutes leurs cartouches avant de venir sonner. Et ils nous menaçaient en réalité avec des fusils sans munitions. Mais sur le coup, vous ne saviez pas? À ce moment-là, nous n'en savions absolument rien. Ce n'est que le lendemain qu'on l'a su. Et puis, ça, c'est à partir de 1944.
Hein, 43, 44, c'était les Allemands, il n'y avait plus d'avions, mais ils avaient les V1, puis les V2. Puis tu entendais rum, 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 hein, et puis tu entendais passer les V1 là, au début. Hein, les V2, c'était des vraies fusées, là. Mais les V1, c'était un moteur, puis c'était comme un rauque un peu. Et il y en a un à Houillet qui est tombé. À un moment donné, il y a des moteurs qui faisaient défaut. Ils mettaient tant de gaz, ça fait que pour arriver à tel endroit. Hein, et En Angleterre, donc, ouais. les Anglais en ont eu pas mal de V1, de V2. Là. Bon, souvent, ils mettaient ça près des camps de prisonniers pour qu'on aille les bombarder. Et à Houillet, il y en a un qui est tombé, parce que le village de Houillet est un peu comme sur une hauteur, puis il y a avec la laisse dans le fond, tout ça. Là. Et le V2 est tombé juste au pied là, du rocher, si tu veux. Il a explosé en tombant. Mais s'il avait fait 100 mètres plus loin, il tombait au milieu du village. Et puis après, en 1943, on avait été travailler en Allemagne, mais seulement quand ils avaient un congé, ils avaient droit à un congé après un an. Ils se cachaient, ils ne retournaient pas. Alors, eux étaient recherchés par les Allemands. Alors, ils étaient recherchés par les Allemands, et ils se cachaient où ils pouvaient, et vivaient dans les bois. Et alors, il y a les gens qui allaient les ravitailler, à leur risque et péril, parce qu'il y a parfois que les Allemands étaient là qui surveillaient. Les maquisards, en général, c'était des jeunes, ils devaient absolument se débrouiller pour se nourrir. Les maquisards s'arrangeaient avec les fermiers, et lors des livraisons, on se faisait soi-disant attaquer. Ils arrivaient avec des armes devant témoins si possible. Comme ça, on pouvait aller à la gendarmerie, dire qu'on avait été volé, on était, après enquête, on était exonéré de devoir livrer à la CNA, et en même temps, on n'était pas soupçonné d'avoir nourri illégalement les maquisards. C'était dangereux? C'était assez dangereux. À un moment donné, ils ont dit, ben tiens, cette fois-ci, c'est papa qui va aller porter le beurre. Parce qu'il avait été averti qu'il allait se faire arrêter en chemin. Ça fait que bon, tu sais, il ne voulait pas mêler les enfants là-dedans, tu sais, il faut toujours faire attention. Parce que, hein. J'ai été ferme de la farine pour les résistants. La farine, on l'avait mis à Houillet chez Tante Mélanie. Je venais chercher 50 kilos de farine à ma femme. Parlez-moi un petit peu de qu'est-ce que ça voulait dire dans votre coin, les activités des maquisards. Donc, ils parvenaient à avoir de la dynamite parfois des avions qui apportaient de la dynamite d'Angleterre. Donc, ils allaient les voler dans les poudreries, et alors ils allaient faire sauter les ponts. À partir de 43, là, 43, 44, jusque tant que les Américains sont arrivés, on faisait sauter des ponts. En 40, les Belges avaient déjà fait sauter beaucoup de ponts pour essayer de couper les Allemands. Et les Allemands l'ont refait par après, parce qu'après ça, c'était important, le chemin de fer. C'est que tu avais toujours des équipes qui travaillaient, et ceux qui travaillaient là, ils ramassaient même des fois aux instituteurs, si tu veux, qui, à un moment donné, il fallait que la municipalité fournisse tant d'hommes. Et tu avais une équipe d'Allemands là-dedans, là. Dans une équipe d'Allemands, tu avais un Alsacien qui était commandant, là. C'est lui qui fournissait la dynamite à l'armée blanche pour faire sauter les ponts. Hein? C'est lui qui était en charge de les réparer. C'est lui qui fournissait de la résistance. Alors, quand les maquisards, par exemple, faisaient sauter des rois, faisaient les Allemands. Ils allaient trouver le bourgmestre et ils disaient, voilà, il faut autant d'hommes pour réparer la voie ici. Demain, envoyez 20 ou 40 hommes. Qui est-ce qui contrôlait ces travaux-là de reconstruction? L'ingénieur, c'était un Alsacien très gentil, mais il n'aimait pas beaucoup les nazis, alors il s'arrangeait toujours pour que les travaux traînent le plus possible. Et quand il y avait un pont qui était réparé, on s'arrangeait pour faire sauter un autre. La structure devait venir par ce côté-là. Elle arrivait par là. Les ballasts devaient venir de ce côté-là. Ils arrivaient de l'autre côté. Ça fait que quand ils étaient là, l'ingénieur les renvoyait en disant il faut aller par l'autre côté. Ça partait de Honlin, ça allait par
par Dinan et ça remontait jusqu'à Ivoire. Et puis alors ça revenait par l'autre côté, tout un circuit. Ben, il était là que le lendemain. Quand ça allait bien, ils étaient là le lendemain. Et alors, ceux-là devaient aller tourner vers là, c'était la même chose. C'était vraiment... C'était une forme de résistance passive de ralentir des travaux. C'est parce que même dans les Allemands, t'en avais Des anti-nazis qui étaient engagés de force. Des anti-nazis qui étaient là-dedans, mais tu peux faire autrement des fois. Et c'était pareil comme le commandant du château d'Ardenne. Je ne sais pas si c'est pas un Autrichien et tout ça. Et il y avait l'hôtelier du Grand Virage, qui était un Autrichien aussi, mais qui a été ramassé par les Allemands. Il y a eu quelque chose qui a été ramassé. Il était venu à la maison pour voir si papa ne pouvait pas essayer de parler au commandant du château d'Ardenne, hein, pour essayer de le faire libérer, si tu veux. Et le commandant avait répondu que même lui était surveillé par la Gestapo. Il ne pouvait rien faire pour lui. Hein, il était commandant, mais le commandant du château d'Ardenne, ce n'était pas un commandant qui avait de pouvoir. Il était commandant dans un hôpital. Le commandant d'un hôpital, si tu veux. Fait quand les gradés allemands, leur chauffeur, c'était un SS. Tu sais, c'était réellement l'extrême, là, si tu veux. Un SS, là, tu sais, ça ne pardonne pas. Non. Quand tu te faisais ramasser par les SS, là, oublie ça. Là. Donc le 24 août, en nous éveillant... 1944? Ah, oui, évidemment, en 1944, en nous éveillant, je vois un soldat, fusil à la main, devant la ferme. Alors je regarde et puis je m'aperçois que tous les 100 mètres, à gauche ou à droite, il y avait des soldats. Le soir, nous avons appris qu'il cherchait un camp de maquisards qui devait être pratiquement dans le bois entre Anzin et Custine. Mais les maquisards avaient été prévenus et ils étaient partis. Mais il y en a un qui était resté. Les Allemands l'ont trouvé et ils ont martyrisé pour le faire parler, pour savoir où les gens étaient partis. On a retrouvé son corps après la libération. Donc les propriétaires du bois, allons voir ce qui s'était passé dans le bois. Là. Ils ont vu à un moment donné qu'il y avait un essaim de mouches qui tournait. Puis ils ont aperçu que c'était une personne, un jeune homme, qu'on a su après, de Dinan, Jacques Thibault. Et quelques jours après, on voyait la photo, on est allé chercher ce monsieur-là, qui était menuisier, est allé chercher un cercueil et on a mis ça sur un petit traîneau qu'on faisait les vidanges des bois. On l'a ramené au village. Ils ont cherché dans les bois, ils ne trouvaient rien. Donc les premières personnes qu'ils ont rencontrées, ils ont pris le curé et tous les gens qui étaient dans les environs et ils les ont enfermés dans l'église. Laquelle église? Dans l'église de Custine. Et ils ont dit, voilà, si le bourgmestre ne se dénonce pas, nous mettons le feu à l'église avec les personnes à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui est allé le prévenir, donc le bourgmestre est présenté, on l'a pris, on a questionné, un gendarme qui était là par hasard, ils étaient pris tous les deux et envoyés en Allemagne, qu'ils ne sont jamais revenus. Comment est-ce que vous vous sentiez, après que vous l'avez su, que les Américains, les Alliés avaient débarqué en juin 1944 en Normandie? Comment vous vous sentiez à ce moment-là? Hey, ça, tout le monde. Déjà au départ, on disait ils vont débarquer, ils vont débarquer. T'entendais ça? À un moment donné, les avions sont passés à telle heure, regarde ça. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'est le moment où papa qui a dit, tiens, cette nuit-ci, il n'est pas passé un avion. Il y a quelque chose de spécial. C'était rare, c'était jamais arrivé. Oh, il n'y a pas eu d'avion. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Et comme de fait, ils avaient gardé tous leurs avions parce qu'ils en avaient besoin pour leur parachutisme et tout ça. Et tout de suite, on a dit, c'est le débarquement. Là. Mais ça se traîne comme une traînée de poudre. Dans ce temps-là, on voyageait beaucoup en vélo parce que les communications, il fallait se méfier de ça. Les téléphones, on se méfiait de ça. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose de nouveau, tout de suite, quelqu'un partait en vélo pour aller dire à l'école porter les nouvelles, les nouvelles se promenaient à vélo. Ça marchait comme au téléphone. Est-ce que vous avez souvenir, à un moment donné, que vous entendiez parler que les Américains étaient rendus en Belgique?
Ah, ça suivait, tu sais, hey, ils suivaient ça suivait pas, hein. Hey, tout le monde s'était fait des cartes, puis tout ça, puis ils sont rendus là, à telle place, ils sont rendus en France, en Hollande, là, ils avancent, puis on les attend, tu sais, on les attendait, nous autres, du jour au lendemain, tu sais, à un moment donné, on savait, ils sont rendus, non, ils vont bien d'ici demain, là, tu sais, ils sont rendus à telle place, hein. C'est vers quelle date à peu près qu'ils sont arrivés vers la ferme, les Alliés? Le 4 ou le 5 septembre. Comment la famille se sentait une fois que les Alliés sont arrivés, là, puis ils sont dépassés? Ça sortait les drapeaux, ça chantait, tout le monde était heureux. C'était tout le long des routes, ça sortait les drapeaux. On envoyait la main, puis tout ça, on faisait des babayes, puis les Américains nous lançaient des chewing-gums, des chocolats. Au fond, quand les Américains sont arrivés, il n'y a pas eu de combat. Les combats se sont faits après ça, à Noël. Mais en septembre... Les Allemands se sont repliés. Déjà au départ, le château d'Ardenne était vidé avant ça. Peut-être un mois avant, ils sentaient la soupe chaude, si tu veux, celui qu'ils vidaient pas mal de tout ça. Ceux qui étaient les collaborateurs étaient dans leurs petits souliers parce qu'ils ne savaient pas ce qui leur attendait. Et à Siergnon, il y avait des femmes qui qui recevaient des Allemands. La première chose, ils étaient chercher les femmes, ils leur coupaient les cheveux. Hein, puis ils les mettaient sur un chariot, puis ils les traînaient au milieu du village. Il y a eu beaucoup de règlements de compte. Alors on se dit, ben là, ça c'est ceux qui ont fait le commerce noir. Ils l'achetaient à 100 francs à la ferme. Eux leur vendaient 250 plus loin, à Bruxelles. C'est ça le commerce noir. Est-ce que la famille avait peur, en septembre 1944, que les Allemands reviennent? On ne le croyait pas. Une fois que les Américains sont arrivés, c'était libéré, c'était fini, tout ça, là. Hein? Mais quand ça a été à Noël, là, en 1944, ils sont revenus de Bastogne, ils sont passés chez nous, ils ont été jusqu'à Celle. Adolphe, les épinards sont cuits. Adolphe, t'es en plein court-circuit. Depuis le temps que tu nous casses les pieds, c'est bien ton tour de te casser le nez. Adolphe, malgré ta Gestapo, je ne voudrais pas être dans ta peau. Ce qui t'arrive en vérité est soi-disant te vexer. La seule chose que tu n'es pas volé,